ex-directeur des musées nationaux des Alpes-Maritimes, je crois directeur du musée de Chagall, puis tant d'autres. Voilà. Et nous l'avons apprécié plusieurs fois parce il a participé à des conférences en tant que conférencier, très apprécié de nos amis sur Picasso, Matisse, Fernand Léger. Donc ce soir, c'est l'art et l'engagement. La fameuse affirmation de Picasso n'est pas faite pour décorer les appartements. Donc il va nous expliquer l'art et l'engagement. Mais la semaine dernière, pour ceux qui y étaient, Jean Eudier, astrophysicien, lors de sa dernière conférence sur l'évolution des connaissances sur l'astronomie, a fait ce lien très enrichissant sur l'astronomie, ce lien entre littérature et peinture, tout le long de sa conférence. Voilà, donc on est bien, presque je dirais, dans la suite de ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc, Maurice Fréchuret devra donc développer ce thème. Le programme est sur le site. Oui, je vais te dire après. Mais en réalité, j'étais tellement perturbé que je voulais en tirer une cinquantaine. Parce que, non, mais déjà, on va sur le site, quoi. Voilà, un grand merci à l'Association des Amis de la Liberté qui font l'honneur de m'inviter une nouvelle fois. Et je suis toujours ravi de parler de peinture devant un public que je sais toujours très attentif sur ces thèmes. Art et engagement, c'est un vaste sujet et j'ai eu un peu de difficulté à trouver la porte d'entrée et essayer d'organiser ma pensée devant une thématique effectivement qui est considérablement large. Alors je suis parti, monsieur le Président l'a signifié, je suis parti d'une citation, ou plutôt d'une réflexion que Picasso a produite dans les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale. Picasso, vous savez, est un homme très engagé, est un artiste très engagé, mais c'est avant tout un peintre. Et cet engagement, il le fait par la peinture. C'est en ce sens qu'il dit non. Quelqu'un qui lui disait mais la peinture c'est fait pour agrémenter la vie, dit non, la peinture n'est pas faite pour décorer les appartements. Alors j'ai envie de lui dire, monsieur Picasso, avec tout le respect que j'ai pour lui, vous imaginez bien, il y a quand même des artistes qui pensent la peinture comme le moyen de décorer, comme un élément de décoration. Je pense en particulier à quelqu'un qu'on connaît bien parce qu'il a garni, si je puis dire, les panneaux des abribus pendant assez longtemps, et les 4x3 aussi. C'est Victor Vasarely, qui fait dans les années 50, 60, une peinture avec, je dirais, un vocabulaire géométrique relativement simple, avec, vous le voyez, des carrés, des cercles, parfois des triangles, mais son œuvre la plus connue, c'est une de celles-ci, avec un effet de trompe-l'œil, un effet optique. Il a appartenu à ce groupe qu'on appelait les op artistes, optical artists, et il considérait qu'effectivement, la peinture qu'il faisait, la peinture qu'il concevait, ne pouvait que être des éléments de décoration dans la rue, mais également dans les appartements. Et il est vrai que sa peinture a répondu aux attentes. Le op art, donc optical art, a été très prisé par une classe moyenne, je dirais, par une petite bourgeoisie
qui voyait dans ces manières de peindre quelque chose qui était assez consensuel, qui ne faisait pas de vagues et qui répondait aux attentes un peu pacifiques de cette petite bourgeoisie. Donc, première fonction que je décline, une fonction décorative, en dépit de ce que dit Pablo Picasso. Si la peinture n'est pas une décoration, qu'est-ce qu'elle peut être? On vient de le voir, décorative, mais elle peut avoir aussi une fonction moralisatrice. Le tableau que je vous présente est un tableau du XVIIe siècle d'un des frères Stanwyck, hollandais. Et c'est ce qu'on appelle une nature morte ou encore une vanité, vanitas. C'est un ensemble d'objets souvent répétés à l'envi dans les vanitas du XVIIe siècle, flamands ou hollandaises. Et qu'est-ce qu'on y voit? Des éléments que je peux décrire assez rapidement. Une tête de mort. Déjà, c'est une incitation à une certaine forme de méditation, de réflexion sur ce qu'est la vie, ce qu'est la mort, ce qu'est la vie au-delà de la mort. Mais il y a d'autres objets, comme un livre, une flûte, une jarre, autant de choses qui renvoient à des pratiques, la lecture, la musique. Il y a aussi, je crois, oui, on le voit juste sous la jarre, un petit miroir. Le terme vanité est très significatif ici. Ça renvoie à la pratique des sens, à des interrogations que l'on se pose sur le temps, ce temps qui est matérialisé de deux manières ici, par une sorte de montre ouverte, qui est le temps des hommes, celui qui peut se comptabiliser, qui peut se numériser, et puis un autre temps qu'on devine à travers la conque que vous voyez, le gros coquillage, qui est de forme spiralée. Or, la spirale, c'est très précisément la forme d'un temps qui n'en finit pas. Hein. C'est évidemment le temps divin, hein, puisque ces vanitas sont toujours évidemment faites par des artistes qui vous demandent de réfléchir à ce qu'est la vie, à ce qu'est le temps, mais à la lumière de Dieu. Hein, nous sommes au XVIIe siècle, en Hollande, et bien sûr que le contexte religieux est particulièrement important. Fonction, alors, donc, fonction décorative, fonction morale, fonction religieuse. C'est peut-être une gradation supérieure encore, accentuée par rapport à la nature morte, à la vanitas. Ici, c'est une sorte d'appel à la méditation, oui, mais une méditation à l'éclairage religieux. Une méditation qui vaut pour la valeur et les responsabilités religieuses. Francisco de Zurbarán est un peintre mystique et il nous invite aussi, de la même façon, à une réflexion qui est sous l'éclairage de la mystique. Et puis, pour venir plus près de notre époque, avec un tableau que vous connaissez bien, que vous pouvez admirer au musée Matisse, c'est le fauteuil rocaille. Alors pourquoi ce fauteuil rocaille? Avec tout ce que je viens de dire, on est éloigné de tout cela, et pourtant des artistes, et je pense en particulier à des artistes comme Matisse, comme Léger, Saint-Francis, des artistes aussi comme Ettore Spalletti, plus près de nous donnent une indication sur une des fonctions possibles de l'art. L'art peut être une thérapeutique, une thérapie. L'art devrait être, je cite Matisse, comme un bon fauteuil dans lequel on se repose de la pratique physique. C'est un art d'équilibre, un art qui pacifie, un art qui guérit.
hein, des bruits, des nuisances et des turbulences du monde moderne. Vous voyez comme on est loin de la réflexion de Picasso que j'avais amputée de la dernière partie, et vous la trouvez ici. Non, la peinture n'est pas faite pour décorer les appartements, c'est un instrument de guerre contre l'ennemi. Alors évidemment, il faut savoir quel est l'ennemi, hein, bien naturellement. On peut en trouver beaucoup. Et je vais essayer maintenant, qu'on va rentrer plus dans le vif du sujet, de séquencer ma présentation avec l'art face à l'histoire, et après nous verrons d'autres rubriques. Alors face à l'histoire, alors vous connaissez cette image, je crois qu'elle figure sur le sigle, j'allais dire, de votre association, Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple, on est en 1830, je ne la commenterai pas, vous la connaissez très bien, mais vous voyez que cet artiste regarde la société, regarde l'histoire et en transcrit, à travers ses convictions, en transcrit ce qu'il appréhende de tout cela. Il y en a d'autres au cours de ce 19e siècle qui vont aussi, je vais dire non pas illustrer, le terme serait très mauvais, mais prenons acte des mouvements populaires, les restituer, en prenant parti, le plus souvent, c'est le cas de Delacroix, c'est le cas de Daumier, en prenant parti, fait et cause, pour justement les luttes qui sont engagées. Félix Vallotton, avec La Charge, vous voyez qu'on est en pleine actualité, 1897, 19e siècle, vous voyez, les choses se reproduisent comme ça, de manière indéfinie. C'est un bois gravé, hein, donc quelque chose qui est en noir et blanc, et qui, justement, par cette économie de moyens, cette économie de couleurs, renforce, donne de la force à cette superbe image. Toujours la marche avec Giuseppe Elisa dal Bopedo, qui est un artiste, disons, symboliste de la fin du XIXe siècle, et qui produit ici, c'est une image qu'on connaît bien parce que je crois qu'elle a fait l'objet de l'affichage du film 1900. Donc c'était un détail, mais c'est une énorme toile, hein, qui doit faire, je crois, 5 ou... Je l'ai vue plusieurs fois à Milan, à la Pinacothèque de la Brera, et elle doit faire au moins 5 ou 6 mètres, peut-être davantage. Donc vous êtes vraiment devant, quand vous êtes devant cette toile, vous êtes devant ces marcheurs qui viennent vers vous. C'est des marches de paysans. Jusqu'à présent, on voyait surtout des luttes citadines, des luttes urbaines. Là, ce sont des paysans en colère qui marchent, comme vous le voyez. Un autre artiste peu connu, j'ai beaucoup travaillé sur lui parce que j'ai fait ma thèse sur Charles Morin, L'aurore du travail, qui est plus symboliste, hein, que ce que l'on vient de voir jusqu'à présent, mais qui dit aussi, on est dans un puits de mine, vous voyez, dans un paysage de mine, c'est plus allégorique, mais c'est tout aussi fort comme représentation de la révolte et de la volonté d'arriver à la liberté. Je passe aussi assez vite sur Courbet, qui va, lui, non pas nous montrer des images de lutte, mais des images de lutteurs, en particulier avec Pierre-Joseph Proudhon, un des grands philosophes, disons, libertaires du XIXe siècle. Voilà. La première rubrique, si vous voulez, les artistes face à l'histoire, les artistes qui prennent possession des événements et qui les déclinent dans leur peinture. Deuxième chapitre, je vais l'appeler L'art en guerre. Alors ça fait l'objet de ce titre-là, je le prends à une grande exposition qui a eu lieu dans les salles d'exposition du Grand Palais,
et qui avait été organisée par mon amie historienne de l'art, Laurence Bertrand d'Orléac, l'art en guerre, c'est-à-dire cet art ces artistes qui se sont engagés, hein, parfois contre leur volonté, dans les guerres, et en particulier dans la première. Je vous présente une œuvre, une gravure d'Otto Dix. Otto Dix est un artiste allemand, donc j'ai volontairement choisi des artistes qui étaient, j'allais dire, de l'autre côté de la barrière, mais qui vivaient de la même façon que les artistes français, je pense en particulier à Fernand Léger, lui aussi dans les tranchées, et qui vivaient difficilement, douloureusement, ces 4 années de guerre, 4 années de guerre, 4 années de boue, 4 années de, Léger parle de 4 années de grisaille, hein, 4 années de boue au cours desquelles il était très difficile, évidemment, de trouver de quoi espérer de la vie. Alors, Otto Dix encore, avec des images qui ont été faites tout de suite après la Première Guerre mondiale, et où c'est, je crois, 12 millions de morts et presque autant de handicapés. Et là, Otto Dix nous présente le marchand d'allumettes, qui est en fait une victime de la guerre. Il est aveugle, il est amputé, vous le voyez, et il vend quelques allumettes pour subvenir à ses besoins. Il y a quelque chose, je dirais presque de caricatural dans une œuvre comme celle-ci, mais c'est volontaire de la part d'Otto Dix, comme pour mieux montrer la dégradation humaine. Il est par terre, vous voyez, il y a un chien qui urine sur lui, c'est un objet parmi les objets, et il y a quelque chose d'effrayant dans une telle toile. C'est vrai que là, en l'occurrence, on peut redonner raison entièrement à Picasso, c'est pas tellement fait pour décorer les appartements. Je pense qu'une œuvre comme celle-ci, vivre avec une œuvre comme celle-ci, ça ne doit pas être très facile. Toujours Otto Dix. Alors là, il s'agit non pas des victimes, mais de ceux qui ont été à l'origine des grands conflits mondiaux. Vous voyez des caricatures de la même façon, mais des caricatures qui sont celles des hommes, des personnalités, des personnages qui ont été à l'origine des grands conflits mondiaux. Alors voilà, donc Otto Dix, je vous présenterai un dernier tableau d'Otto Dix. Il est beaucoup plus récent, il date de 1933, alors que les précédents étaient réalisés pratiquement tout de suite au sortir de la guerre. Et 1933, la date est une date évidemment à retenir ici, puisque c'est très précisément la date d'avènement d'Hitler au pouvoir. Et Hitler, eh bien on le voit. Et quel courage Otto Dix a pour déjà peindre une caricature à nouveau, celle du grand fourreur qui va noyer le monde dans la tuerie la plus invraisemblable. Hitler sur une sorte de bête démoniaque et entouré, je dirais, enlacé par la mort et son symbole, la faucille. Voilà, donc Otto Dix et pratiquement tous les artistes dont je viens de parler ont été qualifiés d'artistes dégénérés par le gouvernement, par l'État nazi. Et ils ont fait l'objet d'une très grande exposition quelques années après, en 1937-1938. Hitler avait demandé à son ministre de la Culture de préparer, d'organiser une très grande exposition qui devait certainement être incroyablement enrichissante et riche d'intérêt, parce qu'on y trouvait tous les grands noms
de Picasso à Léger, de Chagall à Autodix, enfin toutes les grandes personnalités artistiques du XXe siècle étaient présentes. On referait cette exposition, elle serait aujourd'hui considérée comme un chef-d'œuvre. Mais évidemment, ce n'est pas dans ce but-là que Hitler a demandé qu'on organise cette exposition. C'était dans le but de non seulement désavouer les artistes, mais de les montrer du doigt pour que les artistes officiels et les étudiants en art ne prennent surtout pas modèle sur cet art qualifié de dégénéré. Un autre artiste, toujours allemand, Georges Grotz, qui nous donne à voir une image, là aussi avec un amputé, mais avec deux amputés, avec la croix de guerre, vous voyez, mais qui ressemble plus à des mannequins, hein, qui ressemblent à des automates. D'ailleurs, c'est le titre, automates républicains. Et vous voyez qu'ils arborent le drapeau allemand, comme si les blessures qu'ils ont dû supporter ne les dissuadaient pas de poursuivre le combat nationaliste. Georges Grotz, qui lui, comme Autodix, montre les piliers de la société. Alors vous voyez un avocat en haut à gauche, vous voyez à gauche, oui. À droite, vous voyez un militaire, et puis vous voyez les suppôts du capitalisme, comme on dit, avec un pot de chambre sur la tête, et un dont le crâne a été coupé pour laisser voir des excréments fumants. Vous voyez la violence avec laquelle Georges Grotz rend compte de ces piliers de la société. Un artiste peut-être un petit peu moins connu, qui s'appelle Max Beckmann, qui est un artiste aussi allemand, et qui nous fait curieusement une descente de croix. Mais il faut savoir qu'après la Première Guerre mondiale, comme après la Deuxième Guerre mondiale, la thématique de la crucifixion va être très souvent utilisée par les artistes. Alors non pas à des fins religieuses, mais à des fins de critique sociale, de critique de la politique, de critique des idéologies meurtrières, telles qu'ils les ont vécues et telles qu'ils ont parfois été les victimes. Max Beckmann nous fait voir ici effectivement une descente de croix. C'est un Christ, mais au-delà du Christ, c'est peut-être toute l'humanité qui a été crucifiée et à laquelle il est peut-être possible encore d'apporter un peu de soutien, mais ça va être compliqué. Max Beckmann aussi avec un titre plus sobre, La Nuit, mais qui nous dit bien aussi les horreurs d'une guerre qui vient de s'achever. On retourne à la Première Guerre mondiale et qui nous a donné à voir toutes sortes de scènes les plus effroyables les unes que les autres. Tout ceci va faire réagir évidemment les artistes, on le voit ici, mais d'autres artistes comme les dadaïstes. Ces fameux dadaïstes qui, au moment de la guerre, en 1916, se retrouvent à Zurich, dans un cabaret qui s'appelle le cabaret Voltaire, et qui vont, j'allais dire, chanter, danser, d'une manière totalement irraisonnée, un peu pour, comment dirais-je, pour montrer que la jeunesse qu'ils incarnent ne veut plus de la guerre, mais au-delà, essaye de trouver des parades à travers le chant, à travers la poésie, à travers la peinture. Tout ceci avec un esprit de provocation que je crois plus aucun artiste aujourd'hui n'est capable d'avoir. Vous voyez cette image, elle date de 1920. Si je la décris, on voit un militaire avec un museau de porc pendu au plafond.
Vous imaginez, à l'époque, une telle image aujourd'hui sur Internet passe assez aisément. Mais à l'époque où les images sont plus rares, plus économes, présenter des images comme celle-ci, c'est en fait une image d'exposition. Il fallait avoir là aussi un sacré courage et beaucoup d'audace. Les murs sont remplis de citations, sont remplis d'œuvres aussi, qui toutes, comme on les a vues précédemment, témoignent de l'horreur que leur inspire la guerre et témoignent surtout de la violence, enfin plutôt de l'engagement violent que ces jeunes artistes dadaïstes veulent témoigner. C'est le cas de Raoul Haussmann, avec l'esprit de notre temps. Et vous voyez de quoi est fait cet esprit. C'est une tête de mannequin en bois, avec des instruments de mesure, avec des chiffres, avec un boîtier de montre également. Vous voyez que la nature humaine, celle qui a fondé tous les humanismes que le 18e, 19e, 20e siècle ont pu développer, cette tête de bois, ce mannequin, est devenu effectivement là aussi une sorte d'automate. Le thème de l'automate, comme le thème de la crucifixion, on va le retrouver de manière très récurrente dans les œuvres des artistes. C'est le cas à nouveau de Georges Grotz, vous voyez, le mannequin, avec ses poulies, toute cette série d'instruments qui nous donne une image peu glorieuse de l'humanité. Les artistes s'en prennent, du mouvement Dada, s'en prennent à beaucoup de gens, y compris aux critiques d'art, vous voyez, qui avec son stylo en guise de sabre, eh bien, va faire la pluie et le beau temps dans le domaine de l'art, ou, et c'est le cas de Anna Hoch, une des rares femmes artistes de l'époque. La sociologie artistique a changé assez sensiblement depuis, on peut que s'en réjouir, mais dans les siècles antérieurs, au début du XXe siècle aussi, les femmes sont assez peu nombreuses dans le domaine artistique, même si, comme c'est le cas de Anna Hoch, elles ont beaucoup de choses à nous dire. C'est une espèce de vision de la société, de la ville, que vous voyez ici, avec de la même façon des roues dentées, des automates, et puis ce mot qui revient comme un éclair, Dada, Dada, Dada. Alors Dada n'est pas simplement français, il est très international. On le trouve en Suisse, on le trouve en Belgique, on le trouve en France, bien sûr, on le trouve même au Japon. Enfin, c'est vraiment un mouvement qui se développe à travers tous les pays. Picabia, Francis Picabia, est peut-être celui qui est un des plus provocateurs des artistes dadaïstes français. Lui aussi, comme vous le voyez, réalise des œuvres qui sont faites de mécanique, mais il donne toujours des titres curieux, de parade amoureuse ici, vous voyez, comme si la parade amoureuse ou la sexualité était ramenée à une pure fabrication d'objets et de rouages. J'ai volontairement laissé de côté, avant de revenir à elle, cette tâche, cette immense tâche, qui a servi de couverture à une revue que Picabia produisait, diffusait, qui s'appelait 391. Et cette couverture, elle est intitulée, le titre n'apparaît pas ici, La Sainte Vierge. Ah oui, pardon, oui. Effectivement, c'est en vrai, je ne l'avais pas vu. Enfin, je l'avais vu, mais j'avais oublié. La Sainte Vierge. Alors, évidemment, vous imaginez le caractère provocateur, parfaitement anti-religieux, pour ne pas dire anti-ecclésiastique aussi. Mais, quand on lui a dit, mais pourquoi une tâche comme ça? Et il a dit, mais la Vierge immaculée. Donc il nous proposait quoi? Une immense macule,
une immense tâche pour légitimer, avait-il besoin de le faire, ce dessin, disons, oui, on peut dire que c'est un dessin, c'est de l'ordre sur du papier, donc c'est un dessin, même s'il ne semble ne pas du tout correspondre aux normes du dessin habituel. L'art en guerre, et on va maintenant voir une autre rubrique, l'art en résistance. Alors, je donnerai un exemple que vous connaissez bien aussi, mais je crois qu'il est toujours bon de revenir sur des exemples formidables, historiques. C'est Guernica. Alors, Picasso apprend par un journal qui s'appelle Ce Soir ce qui s'est passé à Guernica en 1937. Il s'est passé ça, c'est-à-dire une destruction pratiquement totale de la ville. Un jour de marché pour que soit établi un diagnostic le plus précis, le plus objectif, le plus cynique sur une ville moyenne, petite ville, un jour de marché, et surtout pour donc comptabiliser les dégâts, les désastres et les pertes humaines. Les Allemands de la Luftwaffe, évidemment avec les franquistes, vont établir donc une sorte de programme pour voir comment, dans une ville, l'aviation, qui va pilonner pendant 3 ou 4 heures la ville, va réussir à produire le plus de dégâts possible. C'est terrible, mais sachez que à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Nagasaki et Hiroshima vont être exactement, c'est le même parti pris qui vont que les Américains vont choisir. Ils avaient listé une petite parenthèse, mais c'est intéressant. Les Américains avaient listé une dizaine de villes susceptibles de recevoir la première bombe atomique. Finalement, ils ont choisi Hiroshima et Nagasaki parce que c'est les seules villes qui, pendant la guerre, n'avaient pas été touchées par les armes qu'on dit traditionnelles, conventionnelles. Donc, des villes vierges de toute attaque et de toute destruction. Et donc, en partant en quelque sorte de zéro, avec la bombe atomique lâchée sur Hiroshima et ensuite sur Nagasaki, on pouvait estimer, comptabiliser là aussi le nombre de morts et bien naturellement vérifier le taux de destruction produite par les bombes. Je me suis un petit peu éloigné, mais c'était intéressant de voir que le cynisme militaire est total quand il s'agit effectivement de gagner la guerre ou de répondre aux attaques. Alors, je reviens à Guernica. Dora Maar, qui la compagne à l'époque de Picasso, va enregistrer tous les états de Guernica. Une immense toile, presque aussi grande que celle de Volpedo tout à l'heure, que Picasso va faire en quelques semaines. Une immense toile qu'il va réaliser, on le voit ici dans son atelier, on voit quelques états de cette toile, on le voit cravaté, travaillant donc à cette toile, toujours, et le résultat, le voilà. Il est actuellement présenté, vous savez, à Madrid, à la Reina Sofia. C'est un tableau que j'ai vu encore il n'y a pas longtemps, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, et je peux vous assurer que c'est toujours avec une émotion considérable que je l'ai vu, mais que je regardais aussi le public regardant cette œuvre, l'observant souvent dans un silence. C'est une toile, c'est une sorte de Joconde. Il y a énormément de gens qui se trouvent dans cette salle.
Et il y avait un silence absolument incroyable. Les gens étaient très attentifs à regarder le moins de détails. On ne pouvait pas tellement s'approcher parce qu'il y a une sorte de barrière qui rend l'accès impossible, mais on voit quand même assez bien. Et c'est stupéfiant de voir le monde qu'il y a dans cette salle avec ce silence, cette méditation, on peut dire presque, extraordinaire. Je ne ferai pas une description, vous la connaissez bien. Hein, vous voyez là aussi le taureau, le cheval éventré, ces mers implorantes, ces mers qui... et la lumière zénitale, plutôt la lumière qui devait être zénitale et qui est ensuite remplacée par une ampoule, hein, qui éclaire. C'est une œuvre en noir et blanc, et des camailleux de gris. C'est une œuvre stupéfiante. Mais il y a d'autres œuvres qui sont stupéfiantes, celle-ci aussi, par exemple. Alors, généralement, c'est avec un certain sourire qu'on regarde cette œuvre, parce qu'elle est faite, là aussi, avec une économie de moyens extraordinaire. Une selle de vélo et un guidon de vélo. Le tout agencé de manière assez extraordinaire par Pablo Picasso. Tête de taureau. Alors, bien Picasso, espagnol, aimant beaucoup la tauromachie, y assistant, en organisant à Valoris quand il est dans sa période valorienne. Bon, tout est bien, mais à regarder de près, je me dis, tête de taureau, oui, 1942, peut-être plus squelette de tête de taureau. Et là, le sourire se crispe un peu. C'est-à-dire que l'amusement, le côté un peu amusé de la construction, de cette sculpture, de cet assemblage plutôt, eh bien, il cède à une réflexion peut-être un peu plus profonde, parce qu'effectivement, nous sommes en 1942 et que l'heure n'est pas... Parce que regardez aussi en 1942, c'est aussi une sorte de vanité, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est pas une tête de mort humaine, mais c'est une tête de mort d'une bête. Le tout dans des couleurs qui sont des couleurs peu pimpantes, le noir et le violet, que les artistes utilisent très peu. Le violet est une couleur peu appréciée des artistes, parce que c'est une couleur en même temps froide et un peu ténébreuse. Mais elle convient ici parfaitement et au sujet et à l'esprit qui préside à la fabrication de cette toile. On est là aussi en 1942. Et je continue toujours avec Picasso, qui, comme beaucoup d'intellectuels, comme beaucoup d'artistes, comme beaucoup de gens sensibles, pense la guerre avant qu'elle n'éclate. Michel Léris, dès 1932-33, sait que le monde va basculer dans une guerre qu'il n'imaginait pas aussi mondialisée, une guerre aussi industrielle, si je puis dire, mais malgré tout, il énonce dans ses textes, dans ses poésies, une guerre qui va advenir. C'est le cas de Pablo Picasso, avec des thématiques assez grinçantes, assez effroyables. Ce chat qui se saisit d'un oiseau, vous voyez, ou encore cette célèbre peinture Pêche de nuit à Antibes. Alors que je peux décrire assez rapidement, Picasso vient sur la Côte d'Azur depuis les années 20-30, et à Antibes en particulier, il va bientôt, en 5, 6 ans, 7 ans après, installer pendant 3-4 mois à l'automne son atelier dans les combles du musée, qui ne porte pas encore son nom, mais qui va devenir le premier musée Picasso en France, celui d'Antibes. Et il va venir et il va décrire là aussi une scène à laquelle il a probablement assisté. C'est une pêche de nuit, donc avec le paro, vous voyez, qui est aussi une espèce de spirale. On retrouve toujours ces éléments, c'est toujours intéressant, hein, de voir que d'un siècle à l'autre, on retrouve des éléments formellement assez différents, prisés assez différemment par les artistes, mais qui ont parfois la même valeur symbolique. Et puis un pêcheur qui harponne le poisson sous les yeux un peu, je
dirais, amusé, un peu curieux, de deux touristes qui mangent des glaces. Vous voyez tout ça, ils sont sur le quai. Donc tout va bien, mais la scène est atroce. Et là aussi, les noirs et les violets apparaissent comme précédemment, pour nous dire effectivement l'état d'esprit dans lequel Picasso peint cette toile. Alors, l'engagement, il est avec Picasso, mais il est aussi avec un artiste dont on dit toujours qu'il est la douceur même, le regard le plus aéré, le plus aérien, pardon, le plus onirique, le rêve, la couleur des rêves, etc. C'est aussi quelqu'un qui s'engage, c'est Miro, espagnol aussi, qui n'a pas peur de faire d'aider le Front populaire avec cette affiche qu'il réalise. Et puis bien sûr, c'est l'époque de Charlie Chaplin, qui lui aussi, avant-guerre, alors il dit non, c'est pas, j'ai rien voulu faire contre Hitler, bon, on peut ne pas le croire. Francis Picabia, à nouveau, vous voyez, mais là, il a changé de ton. C'est plus l'humour ironique, sarcastique, avec les mécaniques des parades amoureuses. C'est, on le voit, des mains tendues devant une bête, un monstre. John Herzfeld, un artiste allemand qui a américanisé son nom. John Herzfeld, il s'appelait Hans Herzfeld. Et il a voulu américaniser son nom parce que, évidemment, il avait honte d'être allemand. Alors vous voyez l'œsophage de quoi il est fait, une pièce de monnaie qui tombe dans l'escarcelle. Alors, il a fait beaucoup, c'était un très bel artiste aussi, mais un formidable affichiste également, avec des messages immédiatement compréhensibles, même par ceux qui n'ont pas de culture artistique particulière. Je vous en montre quelques exemples. Celle de droite, particulièrement intéressante. Le salut nazi permet aussi, comme l'œsophage tout à l'heure, de ramasser le pactole. Là, des haches dégoulinantes en forme de pas gammée, ou encore la croix nazie qui porte le cadavre de la victime. Voilà quelques œuvres, aussi quelques affiches, toujours de John Herzfeld. Alors, engagement, mais par ceux qui ont vécu aussi l'abominable, on peut dire, c'est-à-dire l'art témoin de cette histoire, et je pense en particulier à un certain nombre d'artistes juifs. Je pense à Félix Nausbaum, qui fait un portrait avec un passeport, son passeport juif. Vous voyez, on est en 1943. Il faut savoir que certains artistes allemands vont finir leur show dans les camps de concentration. Il y en a quelques-uns qui vont mourir parce qu'ils sont juifs. Alors, ils sont artistes, dégénérés et juifs, ce qui n'arrange pas leur cas, naturellement. Et certains vont, effectivement, ce sera le cas de Nausbaum. Les squelettes jouent dans la danse, jouent pour la danse, pardon. Des images saisissantes, qu'on n'a même plus tellement besoin de commenter, tellement elles sont fortes, et leur charge critique, émotionnelle est considérable. D'autres sont de véritables témoins. C'est le cas de Léon Delarbre, qui a, avec des moyens de fortune,
dessiner ce qu'il voyait au quotidien dans les camps, dans le camp où il était fait prisonnier. Voilà. Camarade mort pendant le trajet de la gare au camp de Bergen-Belsen, bien connu pour être un camp de terreur totale. Alors Boris Tasliski, un peintre, on peut dire, qui a beaucoup emprunté au réalisme socialiste. C'est un artiste qui un adhérent au Parti communiste, comme beaucoup d'artistes après la Deuxième Guerre mondiale. Et lui aussi témoigne de ce qu'il a vu. Des images qui interdisent presque le commentaire. Et puis un autre artiste, Zoran Muzic, auquel j'avais consacré une exposition lorsque j'ai dirigé le musée Picasso. C'était une de mes premières expositions organisées à Antibes. Zoran Muzic est encore vivant, bien sûr, et quand je lui ai proposé par téléphone de venir, de proposer de faire une exposition, il m'a, mais très spontanément, dit oui, tout de suite. Avec dessin, avec peinture, et c'est quelqu'un dont les échanges avec lequel les échanges ont été vraiment formidables. Alors, l'exposition évidemment terminée, ça va sans dire, mais il reste le catalogue et je ne peux jamais l'ouvrir sans avoir avoir de l'émotion, parce que c'est vraiment un grand homme. Alors, d'une façon un peu anecdotique, il récupérait des dessins comme le précédent, il récupérait des feuilles de dessin, avait un petit bout de crayon et il dessinait ce qu'il voyait également. Mais comme il savait qu'il risquait immédiatement la mort s'il était surpris à dessiner, surtout ce type de sujet, il cachait ses dessins. Et il me disait qu'il avait eu la possibilité d'accéder à la bibliothèque du camp, qui n'était pas la bibliothèque réservée, bien naturellement, aux prisonniers, mais il était attaché aux lui, mais aux officiers, aux militaires, aux gens qui organisaient la vie du camp. Et il s'était dit, il y avait Mein Kampf, un livre que personne ne doit lire, et il mettait ses dessins dans Mein Kampf, dans le livre de Mein Kampf. Extraordinaire. Alors, ce sont des œuvres, vous voyez, 1970, qui sont réalisées donc 20 ans après, plus de 20 ans, 25 ans après. C'est quelqu'un qui a encore habité, qui a encore l'objet des tourments, la nuit, le jour, et il décide de reprendre une série qui s'appelle Nous ne sommes pas les derniers, faisant évidemment référence à l'ouvrage célèbre. Zoran Muzic, toujours, nous ne sommes pas les derniers, travaillait sur l'acrylique sur toile. J'ai été particulièrement touché lorsque, à la fin de l'exposition, il m'a téléphoné pour me dire, écoutez, je suis très heureux de cette exposition, le catalogue est magnifique, il était très heureux, je vais faire un don au musée. Alors j'étais évidemment très ému, très touché de cette générosité, et je lui ai demandé quelle heure il estimait possible de donner au musée Picasso. Et il a eu cette réponse d'une générosité inouïe, mais monsieur, c'est à vous de choisir. Donc il a choisi un tableau qui est entré dans les collections depuis au musée Picasso d'Antibes. Voilà, cette série difficile à voir. On va passer peut-être à autre chose, on va sauter une décennie et arriver dans les années 50 avec, je dirais, des artistes, c'est le cas de Boris Tasliski, dont on vient de voir une œuvre, c'est le cas d'André Fougeron, c'est le cas d'Édouard Pignon.
on va voir quelques œuvres qui illustrent plus les luttes qu'ils ne les vivent réellement. Alors, la première œuvre d'André Fougeron, qui était un peu moqué par... André Fougeron était un artiste donc, qui s'apparente assez au réalisme socialiste tel qu'il est indiqué, dont les normes sont indiquées par la Russie et notamment par Djanov, qui est le conseiller culturel de Staline. Et ces artistes vont effectivement être en accord avec le dogme du réalisme socialiste. C'est le cas d'André Fougeron, c'est le cas d'un certain nombre d'autres qu'on va voir. Et Parisienne au marché, qui est une toile assez impressionnante, mais qui est d'un réalisme total, et qu'il faudra faire dire aux surréalistes, c'est en forçant qu'on devient Fougeron. 1947-1948, on est dans une période où les restrictions sont encore là. Elles vont durer jusqu'à la fin de la décennie, pratiquement. Encore en 51-52, il y a encore des coupons, je crois. On tâte, là, regardez la main gauche de la femme, la main droite tâte le poisson, mais la main gauche, elle tâte le porte-monnaie. Il y a un lien direct, et je crois que ces œuvres sont assez didactiques, à travers un formalisme qui est peut-être un peu outrancier, mais qui parle, et qui parle aux masses populaires, puisque c'est tel auquel ces œuvres s'adressent. Cela dit, j'ai l'impression d'être un peu critique, je donne l'impression d'être un peu critique, mais il y a des tableaux qui sont très intéressants et que les Américains vont voir. Alors ce tableau est un tableau qui fait, vous voyez, 5,60 m de long, 3,80 m, c'est donc une très grande toile. Qu'avec Fougeron, nous avons déployé, elle était roulée, et pendant très longtemps, dans son hangar, dans son atelier, il ne l'avait pas vue. Et au musée d'art moderne de Saint-Étienne, où j'ai aussi travaillé, où j'ai commencé ma carrière de conservateur, en présence de Fougeron, nous avons déployé cette grande toile. Et il était difficile de la voir parce qu'on l'a déployée en la mettant par terre. Donc il a fallu aller chercher des échelles pour avoir une vision à peu près normale de celle qu'on a lorsqu'elle est accrochée au mur, à la simèse. Et cette toile, eh bien, malgré le côté très réaliste, ce côté un peu pompier même, elle nous a interloqués. Parce que qu'est-ce qu'on voit beaucoup de personnages, mais surtout une voiture américaine avec un soldat qui, comme dans un tank, vise l'ennemi. C'est une toile qui va marquer beaucoup d'artistes de la figuration narrative telle qu'elle s'est mise en place une décennie après, c'est-à-dire à peu près au milieu des années 60. Je reviendrai sur eux. En attendant, on reste sur ces artistes très marqués par le réalisme socialiste, avec, je l'ai déjà montré, Boris Tassitsky, et la mort de Daniel Casanova, grand militant du Parti communiste, avec, toujours Boris Tassitsky, la commémoration de la Commune de Paris avec un grand P, pardon, au cimetière du Père-Lachaise aussi avec un grand thème, j'ai oublié l'orthographe ce jour-là, vous voyez, donc quelque chose aussi de toujours très dense comme peinture, qui doit parler au peuple, qui doit parler à ceux qui n'ont pas les outils pour décrypter la peinture abstraite, qui évidemment à l'époque fait florès. La peinture abstraite a pris ses lettres de noblesse, et après la Deuxième Guerre mondiale, elle va devenir, je dirais, la norme pour la plupart des artistes. Encore une œuvre de Boris Tassitsky, le petit camp de Buchenwald.
En Italie, on trouve Renato Guttuso. Oui, c'est les mêmes préoccupations, les mêmes thèmes, ceux du prolétariat, de la terre, des usines. Le drapeau rouge étant évidemment le fil conducteur de toutes ces foules. Voilà. Et je parlais du réalisme socialiste. J'en donne une image mais rapide parce que vous la connaissez. C'est à la gloire du petit père des peuples, hein, Staline. Et vous voyez une parenté évidente entre le style des peintres français, Tassinski, Fougeron, Pignon dans une autre mesure, parce qu'il a fréquenté Picasso, et en fréquentant Picasso, son œuvre s'est infléchie un peu du côté du cubisme. Voilà, alors on va sauter encore une décennie, on va arriver aux années 60, et je vais parler des imagiers contestataires, avec en particulier un artiste qui est mort assez prématurément, hélas. Et en 68, on a une œuvre de Gilles Ayot qui nous parle d'une autre guerre, celle du Vietnam, avec un prisonnier américain qui est accompagné d'une militante vietnamienne. Gérard Fromager, avec c'est l'époque où les intellectuels français et un certain nombre d'étudiants en lutte choisissent une idéologie qui est pourtant assez terrifiante, je parle du maoïsme, comme exemple à suivre. Et Gérard Fromager fait partie de ces intellectuels, de ces artistes qui militent pour un renouvellement des pratiques politiques en France sous l'égide du maoïsme. Et l'enseigne que vous voyez, que vous pouvez, à moins que vous soyez sinologue, que vous ne pouvez pas lire, dit tout simplement « le désir est partout ». Alors il y a d'autres luttes aussi qui sont illustrées avec Bernard Rancillac. Vous voyez, il emprunte, comme les pop artistes américains, à la culture populaire, celle des bandes dessinées, celle des films, du dessin animé, pour caricaturer les militaires qui ont pris le pouvoir au Chili. Ou Héros, qui nous montre, vous voyez, une image de Kadhafi. On a encore un peu de temps. J'ai encore quelques images à vous montrer, mais je vais en choisir, je veux pas, parce que j'en ai beaucoup, alors je vais en choisir que quelques-unes, et puis je vais m'attarder plus spécialement pour évoquer la période actuelle. Je pense que là on a vu des périodes de crispation sociale, de guerre, et de guerre même exceptionnelle. La Deuxième Guerre mondiale comme la Première, ayant fait des millions de morts. On va voir qu'aujourd'hui encore, les pratiques artistiques peuvent regarder la contestation, peuvent s'engager dans les luttes et intervenir politiquement. C'est le cas de Joseph Beuys, allemand, qui, en 1982, à la Documenta de Kassel, qui est une énorme manifestation artistique à Kassel, donc à quelques kilomètres de la frontière avec l'Allemagne de l'Est, va planter 7000 chênes. C'est lui-même qui va le faire, enfin, il en plantera quelques-uns, et après, il va chaque année développer des mouvements pour que on refasse le geste qu'il fait en 1982 en plantant un chêne. Donc vous voyez que le sentiment écologique, le souci
écologique, de date encore d'assez longtemps, 1982. Alors, un autre Allemand qui s'appelle Jochen Gertz et qui va faire une colonne, un monument contre le fascisme. Cette colonne, elle a pour particularité de s'enfoncer dans le sol. Mais avant, on pourra, comme ce monsieur qui est en haut à droite, écrire ce qui lui passe par la tête, un sentiment par rapport au fascisme, par rapport à la vie politique actuelle, par rapport peut-être à ses rêves, à son devenir, au devenir de ses enfants. Jochen Gertz met à la disposition une sorte de crayon pointu qui permet à chacun qui le désire d'écrire une sentence, une phrase, un mot, sur une plaque d'aluminium. Et lorsque la plaque est remplie de sentences, de mots, de phrases, à la hauteur d'homme, elle va s'enfoncer dans le sol. De sorte que, vous le voyez peut-être dans la toute dernière image, la colonne est entièrement, on ne voit plus que la surface supérieure du cylindre qui s'est enfoncé dans le sol. Comme si les témoignages, les citations, les références, les mots, les phrases étaient conservés, si vous voulez, à tout jamais, enterrés dans le sol, enfouis à tout jamais dans le sol. Donc c'est une œuvre qu'on ne voit plus, mais c'est une œuvre qui, par l'évocation que nous donne l'artiste, reste encore, j'allais dire, visible, en tous les cas, très facilement imaginable. L'enfouissement, apparemment, c'est une chose qui est très pratiquée par Jochen Gertz. Et je vais donner encore un exemple ici. Il est professeur à l'école des beaux-arts de Wuppertal. Et nuitamment, avec quelques-uns de ses élèves, il va enlever quelques pavés de la place, centrale de Wuppertal. Il va enlever les gravés, les galets, les pavés, il va les enlever, il va graver sur une des faces le nom d'un cimetière juif qui a été détruit pendant la guerre par les nazis. Et il va, toujours nuitamment, remettre les pavés, la face gravée dans la terre. Bien sûr que cette expédition nocturne, elle est ébruitée, il y a des fuites, et l'État fédéral est au courant de ça. Alors, il y a une grande discussion, il y a évidemment des gens qui s'offusquent, destruction du mobilier urbain, enfin bref, tout y passe, tous les arguments y passent. Mais c'est pas fréquent, mais ça arrive. Certains élus s'émeuvent s'émeuvent positivement de cette action et font, alors chose exceptionnelle, font voter des crédits pour que tous les pavés de la place soient gravés par l'artiste et ses étudiants. Donc, si vous allez sur la place du château, j'ai dit Wuppertal, c'est Sarrebruck, excusez-moi. Il enseigne à Wuppertal, mais c'est à Sarrebruck qu'il va faire ça. À Sarrebruck, il va, si vous allez à Sarrebruck, vous marcherez sur ces pavés, vous ne verrez rien non plus. Comme pour la colonne qui s'est enfoncée. Mais là aussi, vous voyez la charge symbolique extraordinaire de la pièce, de cette performance de Jochen Gertz. Je donne encore un ou deux exemples, et puis on s'arrêtera, si vous voulez, pour passer aux questions, si vous avez des questions à poser. Avec une œuvre que j'ai présentée au musée Picasso à Vallauris, lorsque je dirigeais les musées nationaux, la chapelle La Guerre et la Paix de Vallauris. Il
il y a une partie où je pouvais faire des petites expositions. C'est pas très grand, c'est 60 mètres carrés, c'est la chapelle elle-même. Mais on peut faire des petites expositions. Et j'ai demandé à une artiste française d'origine algérienne d'accepter d'exposer. Zineb Sedira a tout de suite dit oui, mais naturellement. Et on a présenté des vidéos. Il y avait cette vidéo-là, où il y avait 3 moniteurs, avec, dans un premier temps, la mère à gauche, la mère de l'artiste qui ne parle qu'arabe, et Zineb qui parle arabe, français, et depuis qu'elle est installée en Angleterre, depuis 25 ans qu'elle est en Angleterre, parle donc une troisième langue, l'anglais. Dans le moniteur du centre, vous voyez Zineb Sedira parler avec sa fille. Sa fille parle l'anglais, comprend le français, mais ne parle pas l'algérien. Et dans le troisième moniteur, vous voyez une petite fille avec sa grand-mère, c'est-à-dire la mère de Zineb, qui ne se parle pas, ou qui se parle, mais qui ne se comprennent pas, parce que la petite fille parle le français et l'anglais, mais la mère ne parle que l'algérien. La grand-mère ne parle que l'algérien. Donc, il s'agit ici d'une vidéo sur moins l'engagement que sur la communicabilité, la communication interdite, en quelque sorte, à cause des frontières. C'est donc quand même une œuvre, je vais dire, au sens très large du terme, politique. Elle est plus réelle ici, avec toujours une œuvre de Zineb Sedira qu'on a vue au musée Picasso à Vallauris, où le père de Zineb et la mère de Zineb racontent leur guerre d'Algérie, ce qu'ils ont vécu, le rôle de l'armée française, le rôle des harkis. Et il parle de cette guerre. Et cette femme, c'est remarquable parce qu'elle a connu beaucoup de difficultés, elle a connu même des moments très durs, mais elle dit, à la fin, elle dit, mais c'est la guerre. Il n'empêche que cette vidéo a fait l'objet d'une censure. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le musée a été fermé pendant 2 mois. Le maire de Vallauris, à l'époque, avait exigé la fermeture du musée pendant 2 mois. Alors, comme je suis quelqu'un de pugnace, surtout quand il s'agit de défendre les artistes, nous sommes allés jusqu'au pas la justice, l'administratif. Voilà. Et évidemment, le maire a été dégoûté, on a réouvert le musée et on a prolongé l'exposition des 2 mois pendant lesquels elle avait été en quelque sorte interdite. Je vous présente une dernière œuvre qui me tient aussi beaucoup à cœur. C'est la chapelle Picasso aussi, avec un artiste arménien, Melik Ohanian. Alors, on ne voit pas grand-chose, hein, on voit surtout la belle architecture du musée, et on voit une sorte de structure en métal qui reproduit le motif d'un tapis oriental, duquel pendent plusieurs dizaines de fils qui sont ponctués par des larmes de béton. C'est vraiment, j'aurais dû prendre un détail, un béton en forme de larme. Et il y en a 3451 larmes de béton qui ruissellent, si vous voulez, le long de ces fils de nylon. Alors pourquoi 3451 larmes de béton? C'est exactement le nombre de kilomètres qu'il y a entre la capitale de l'Arménie et Paris. 3451 kilomètres que les grands-parents de Melik Ohanian
ont dû faire au moment du génocide arménien. Je terminerai sur une toute autre image, qui est celle de Pascal Martine Taillou, qui est un artiste africain, et qui nous donne à voir des enseignes avec ce mot « bienvenue », évidemment en toute langue, et avec un dispositif très coloré. Le message est clair, c'est bien celui d'un émigré. Merci pour votre attention. Merci. Je vous invite maintenant, si vous avez des questions ou des remarques, des observations, je répondrai très volontiers. Alors, qui veut bien commencer? Le micro est à votre disposition. C'est toujours difficile, le premier c'est toujours difficile, après ça vient plus vite. Monsieur. C'est une question rapide et simple. C'est où cet escalier? C'est au musée de l'Homme, à Paris. Bien sûr, les œuvres que vous nous avez montrées ne peuvent pas décorer nos musées ou nos appartements. En fait, on pourrait quand même les voir un peu plus, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'expositions qui font état de ces œuvres, qui méritent beaucoup plus que ce que... Moi, je n'en connaissais que très peu, ce que vous avez montré. Oui, vous avez raison. C'est une période, alors je parle plus spécialement de la période de l'après-Deuxième Guerre mondiale, qui a été, à une époque, il y a une vingtaine d'années à peu près, assez bien étudiée par les musées. Je pense en particulier, pardon d'y faire référence, c'était pas moi qui organisais ces expositions, mais c'était mon directeur, Bernard Cesson, au musée Saint-Étienne, qui était très accroché à cette période et qui a fait plusieurs expositions, l'art en Europe, qui rendait bien compte de la production artistique de cette période. Il a également organisé une exposition à laquelle j'avais beaucoup travaillé aussi, mais c'était lui qui en était le commissaire principal, l'écriture griffée, qui rendait compte aussi, d'une manière plus existentielle, des rapports de l'artiste à son œuvre et des difficultés comme Giacometti, comme Talquat, comme ça, à Buffet, même peut-être, le premier Buffet, pas celui qui est devenu après une sorte de décorateur, disons. Quelqu'un qui... Ces gens-là ne pouvaient plus affirmer le dessin, parce que c'était une période trop difficile, et donc griffaient plus la toile, faisant des dessins souvent très morcelés et très, très effrités. Personnellement, étant un peu le fils spirituel de Bernard Cesson sur ce plan-là, j'avais organisé au musée Picasso une exposition qui s'appelait 1946, et qui était là pour quelque sorte rendre hommage à Picasso, dont on fêtait le 57 ans 96, le 50e anniversaire de sa présence au château. Et j'avais donc fait une exposition qu'avec des œuvres de 1946, des artistes français, et c'était, je crois, le plus bel hommage qu'on pouvait rendre à Picasso, parce que pratiquement tous les artistes, peut-être à l'exception de Balthus, tous étaient redevables de Picasso, de Braque bien sûr, mais de Picasso particulièrement, parce que tous étaient passés par un moment cubisant, pour ne pas dire carrément cubiste. Oui, oui, pardon, j'ai une petite question qui se repart de la citation de Picasso. Voilà. C'est que une bonne partie des œuvres que vous nous avez montrées, je ne parle pas du contemporain, Oui. mais une bonne partie des œuvres que vous avez montrées, vous avez dit on ne peut pas mettre ça dans un salon, effectivement. Mais ma question, c'est l'artiste qui l'a fait, je comprends très bien ce qu'il veut exprimer, c'est l'engagement.
mais où est-ce qu'il veut qu'on les mette? Ça C'est-à-dire revient à comment poser la question, comment il communique avec le public et quelle audience elle peut avoir. Ça revient à poser la question, si vous voulez, je peux retranscrire la question d'une autre façon, c'est pour qui un artiste peint-il ou pour qui un artiste travaille-t-il? Je crois que si on pose la question comme ça, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse parce qu'un artiste ne peint pas pour quelqu'un de particulier, sauf les mauvais artistes. Et il y en a. Hein, qui peignent, alors voilà, il y a des artistes qui peignent pour le marché. Et aujourd'hui, je sais si je défends l'art contemporain, si je suis, pardon du jargon, un contemporanéiste convaincu, mais il faut reconnaître que le marché de l'art est parfois redoutable et que les artistes, qui sont des hommes, et pas plus que ça, peignent souvent parce que, pas souvent, ça arrive, peignent parce que ça rapporte. Alors, je n'ai pas répondu à votre question parce que je suis en incapacité de le faire. Pour qui un écrivain écrit-il? Pour un public ciblé? Peut-être. C'est des mauvais écrivains. Pour un artiste, c'est pareil. Il peint parce que, ou il sculpte, ou il grave, ou il dessine, ou il fait des installations, comme c'est le cas, sans affecter l'œuvre à un public particulier. Alors c'est vrai que des œuvres comme celle-ci peuvent aller chez des richissimes collectionneurs ou les musées. Et c'est là où, finalement, ces œuvres-là sont mieux. Juste pour peut-être un peu compréhension par rapport à ce que vous avez dit. Tout à l'heure, monsieur. Attends. Alors, tout de suite après, alors. Hein, je reprends ce que vous disiez, l'artiste peint parce qu'il ne peut pas faire autrement, peut-être. C'est-à-dire quelque chose le pousse à s'exprimer. C'est probablement le cas dans la plupart des grands artistes. Oui, je crois, oui. Alors, ma question concerne le tableau sur les Khmers rouges. Vous avez montré la dénonciation de la violence à travers toutes ces œuvres, de la violence qui est occasionnée par les différents pouvoirs. Et il y a deux tableaux. Il y a la liberté au début qui conduit le peuple à se révolter contre le pouvoir en place de l'époque. Bon, là, on comprend, mais je n'ai pas bien saisi quelle était votre intention en montrant ce tableau représentant les Khmers rouges avec le désir est partout. Alors pardon, c'est celle-ci. Hein. Alors, est-ce que là, justement, il n'y aurait pas une subversion du désir de liberté? Je n'ai pas bien saisi votre intention. Alors, pardon, je me suis mal exprimé. J'ai présenté ces tableaux sous une rubrique qui s'appelle « Illustrer la contestation ». Je crois que c'est le terme que j'ai... Non, c'est pas bon. Ah. Voilà, les imagiers contestataires, les illustrateurs de la contestation. Si vous voulez, quand j'ai ce tableau-là, c'est un tableau qui a été fait par Gérard Fromanger, un artiste très engagé, alors non pas au sein du parti comme les artistes de l'après-deuxième guerre mondiale, mais au sein des groupements maoïstes. Donc c'est un artiste qui va célébrer ici, à travers toutes ces couleurs, ce peuple souriant, très animé, sur une façade un peu sombre, mais qui porte le désir est partout. Le désir, c'est celui de la révolution. C'est celui de la révolution maoïste. C'est... Je veux dire, cette révolution se termine. Ah ben, évidemment. Oui, tout à fait. C'était, à mon avis, une pseudo-révolution, pseudo-culturelle. Les situationnalistes disaient, reprenaient ce terme, pour dénoncer cette vague un peu curieuse qui a englouti ou qui a amené beaucoup de jeunes étudiants à l'époque vers ces courants maoïstes. C'était assez incompréhensible. Parce que déjà à l'époque, il y avait des livres qui étaient sortis sur les méfaits de l'idéologie maoïste. Je pense en particulier à un livre qui s'appelle Les habits nobles du président, les habits nobles du président Mao.
qui était une somme formidable de critiques sur le régime maoïste. C'est un régime hyper stalinien. Pensez-vous pas quand même que les artistes, quand ils sont engagés, justement, il faut aussi une peinture pour montrer. Je pense en particulier à Picasso avec Guernica. Alors que tout à l'heure, vous aviez dit quand même, ils peignaient un peu pour eux. Mais ils veulent montrer aussi leur peinture aux autres pour faire justement prendre aussi un peu de comment je pourrais appeler ça, de propagande, entre guillemets propagande, quoi. Alors le cas de Guernica, comme le cas de Massacre en Corée, qui est un autre tableau, je dirais, où l'histoire entre de plein pied dans l'œuvre de Picasso, ou le charnier. Il y a 3 œuvres en fait dans l'œuvre de Picasso qui sont très explicitement marquées par le fait historique. Picasso n'est pas un peintre d'histoire. C'est un peintre qui, à un moment donné, à Guernica, en Corée et la guerre, est marqué par ça. Et il est obligé de réagir. Mais on ne peut pas dire que c'est un homme d'histoire, c'est un peintre d'histoire. Regardez, vous connaissez l'homme au mouton qui se trouve sur la place de Valoris. C'est une sculpture où on voit une sorte de berger avec un agneau, un mouton sur l'épaule. Un agneau qui semble bêler d'ailleurs, qui émet du bruit, qui émet du son, qui émet un cri peut-être de douleur. Cette œuvre a été faite en 1943 dans la salle de bain de Picasso, parce que c'était le seul endroit où il pouvait chauffer un petit peu. Il était rue des Grands Augustins, dans un très grand atelier, et il travaillait dans sa salle de bain. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Cette œuvre, qu'est-ce que c'est? C'est le symbole de la paix. C'est presque christique. Ça paraît bizarre de la part de Picasso, qui était complètement athée. Mais c'est une œuvre pratiquement christique. Le mouton, l'homme nu, il n'y a pas plus symbolique que ça. C'est une œuvre de paix. 43. Et il l'a fait fondre en bronze, alors que les monuments français en bronze sont réquisitionnés par les Allemands pour faire des armes. Ça aussi, c'est un geste de résistance de la part de Picasso. Et surtout, c'est une réponse qu'il fait à Vlaminck, avec lequel il était ami au début du siècle. Mais Vlaminck devient, on peut dire, un collaborateur. Il accepte de partir à Berlin pendant la guerre, dans un voyage officiel, à l'invitation du régime nazi, pour faire une tournée des ateliers des artistes officiels nazis. Et ce monsieur, Vlaminck, va écrire dans une revue qui s'appelle Comédia un article terrible contre Picasso, disant qu'il va fourvoyer la jeunesse entière, enfin des mots pratiquement orduriers. Et Picasso va réagir de manière très paisible en faisant cette sculpture qui est un symbole de paix contre le régime nazi et contre ceux qui le défendent. Donc c'est vrai qu'il y a un objectif ici. Mais est-ce qu'on peut dire pour autant qu'il a choisi un public uniquement, un seul public pour faire cette œuvre? Non. Il fait ça, il réagit à sa manière, parce qu'effectivement l'histoire le contraint à réagir. Oui, moi si je peux me permettre, par rapport à Guernica, il l'a fait quand même dans des conditions bien particulières.
c'est-à-dire que c'était une commande quand même du pavillon français, du pavillon espagnol. Du pavillon espagnol par le peuple républicain en guerre. Et le pavillon espagnol était tout petit, il était à côté du pavillon allemand qui était énorme, qui avait attendu que le pavillon russe se termine pour être encore plus haut. Et dans ce tout petit pavillon fait par, je ne sais plus comment il s'appelait, mais qui était un élève de Le Corbusier. Voilà, Serre. Voilà. Il a mis cet immense tableau, il fait 7 mètres, presque 7 mètres 80 de long. Et enfin, moi, ce qui me touche énormément dans cette œuvre, c'est que c'est une œuvre qui est engagée dans son contenu et qui est engagée dans sa forme. C'est très très rare de trouver cette jonction entre les deux. Le problème avec des gens comme Fougeron, Pignon, etc., c'est que ça reste une forme qui reste très, je dirais, classique pour être comprise par le peuple. Alors que, pour moi, Guernica a été difficilement compréhensible. Hein. Même les communistes espagnols, enfin tout ça, ont remis ça en question. Mais je pense qu'il avait vraiment un respect du peuple qui pouvait voir des choses qui n'étaient pas traditionnelles. Voilà. Je voulais dire. Bon, pourquoi on admire tant Picasso? C'est mon cas évidemment, bien sûr. Mais parce qu'il est artiste, et il est artiste, il ne va pas déroger, il ne va pas faire de l'illustration pour faire plaisir au cadre du parti. Hein. D'ailleurs, vous connaissez les difficultés qu'il va avoir avec les cadres du parti, parce que eux voudraient qu'il fasse une peinture qui soit accessible à tout le monde tout de suite. Et lui reste ferme, et jamais il ne déviera de ses choix plastiques, de son vocabulaire artistique. Il continuera à peindre comme il l'entend, sans se soucier des autres. Et pour autant, c'est un homme. C'est-à-dire qu'il va aussi réagir à la demande, vous avez absolument raison, du gouvernement espagnol, enfin des républicains. Et il va faire cette immense toile qui va même, vous avez raison de dire que le pavillon est petit, parce que la toile ne va même pas rentrer. La toile va être présentée pratiquement aux 4 vents. Ça paraît absolument hallucinant aujourd'hui, alors qu'elle fait l'objet d'un interdit absolu de tout transport aujourd'hui. Elle est présentée sous une sorte de préau où le vent, la pluie... Alors, voilà, c'est quand même très étonnant. Oui, peut-être ce que vous venez de dire à propos de l'expression de Picasso, est-ce qu'on ne peut pas dire que sa liberté d'expression était, lorsque même il voulait s'engager et démontrer par exemple la tragédie de Guernica, c'est beaucoup plus fort ce qu'il fait lui que par exemple Fougeron quand il fait ici sur Nice une grande toile sur le V2, soi-disant V2 d'Indochine jeté par les dockers et les ouvriers niçois dans le port. On voit une espèce de fresque avec des gosses pieds nus, comme si dans les années 50 les gosses se promenaient pieds nus à Nice. Je veux dire, c'était d'un réalisme qui était peu crédible, voilà. Un peu misérabiliste. Bon, je ne voudrais pas non plus assassiner des gens comme Fougeron, parce que ils ont été, la grande toile que je vous ai présentée avec la voiture américaine a été aussi, d'ailleurs vous avez pu faire le rapprochement, je ne l'ai pas assez souligné, mais avec les artistes du pop français et américain. Fougeron, au moins sur ce plan-là, a impacté la peinture figurative, ce qu'on appelle la figuration narrative, ou le pop américain, ou les pop américains et européens, aussi les Anglais. Fougeron, ils ont regardé, pas énormément, ils ont regardé, ils ont été frappés, comme ils ont été frappés par Orozco au Mexique. C'est des grands formats qui parlaient de lutte, et beaucoup d'artistes pop ont été intéressés par la dimension des toiles,
et ces aplats, ces messages immédiats que l'on pouvait capter assez facilement, même en n'ayant pas forcément une culture avancée dans le domaine des arts plastiques. Oui. J'ai entendu cette année, il y a quelqu'un qui a émis une thèse sur ce tableau. Sur Guernica ? Oui, il prétend que le taureau, c'est donc Picasso, et que ça serait autobiographique, ça ne serait pas vraiment Guernica, il y aurait plus que ça. C'est ma première intervention. Mais puis, vous nous avez montré en fait que tous ces artistes qui se sont engagés, qui ont essayé de nous prévenir, ils ont essayé de nous prévenir, mais en fait, ça n'a pas empêché la guerre, quoi. Donc, que peut l'artiste pour nous sauver, pour sauver même la planète? Alors, pour la première partie de votre observation, oui, cette peinture, cette grande toile a fait l'objet d'une multitude incroyable de commentaires. Alors quand on y voit Picasso, on y a vu Franco, on a vu... Enfin, on fait beaucoup parler de cette toile, mais on a fait aussi beaucoup parler Picasso. Quand il parlait beaucoup, mais il ne discourait pas beaucoup. Il écrivait beaucoup aussi, c'était souvent de la poésie, mais il n'a jamais théorisé sa peinture. Et je pense que pour Guernica, peut-être même lui ne savait pas si c'était Franco lui-même. C'était avant tout un taureau, un cheval, des personnages, un avec un sabre coupé, un couteau coupé, qui gît à terre, une mère avec un enfant, probablement mort, à gauche, qui crie son désespoir. Tout ça, oui. Après, les interprétations. C'est une petite histoire d'abord, et puis deux questions. L'histoire, j'ai vu ce tableau-là une seule fois, en Espagne, juste avant qu'il soit exposé dans le musée où il est maintenant. Ce tableau était exposé à côté du Prado, dans une salle assez grande, mais pas... il y avait ça, mais il y avait aussi toute une série de photos préparatoires, etc. Et c'est effrayant. J'ai vu ça, c'était donc, je crois, quelque chose comme 95. C'est la période de la transition, dite démocratique. Cette toile, elle était derrière des vitres blindées énormes, avec des barres de fer de haut en bas et de droite à gauche, ou de gauche à droite, j'en sais rien. Et il y avait dans la salle, non pas un gardien, mais des gens de la Guardia Civile. Moi, ça m'a effrayé, et j'en tremble encore. Ça m'a effrayé parce que voir ces gens-là qui ont réclamé cette toile, qui ensuite la mettent en prison, c'était impressionnant. On n'arrivait pas à la voir correctement. Alors ça, c'est la petite histoire, simplement pour se rendre compte de la portée de cette histoire, cette toile. Le deuxième élément, c'est des questions. La première, c'est est-ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui, où il y a cette remontée fascisante, on pourrait imaginer de faire une exposition, on va dire des artistes dégénérés, comme le disaient les fascistes de l'époque. Est-ce qu'on pourrait imaginer une exposition de ce type-là aujourd'hui, en France, par exemple? Deuxième, financièrement et concrètement. La deuxième question, c'est, pour moi, parmi les artistes engagés que j'ai un peu regardé de près, il y a Fernand Léger. Et je me demande si, lorsqu'il fait La fleur qui marche, qu'il met dans un jardin, lorsqu'il fait ces trucs pleins de bonne humeur, qu'il installe dans des jardins d'enfants, si c'est pas aussi un type d'engagement. Tout à fait. Alors, première observation, vous avez raison, j'ai vu aussi, avec le même effroi, il y a une bonne vingtaine d'années, peut-être un peu plus, Guernica en cage. Bon, je ne me souviens pas des barres de fer quand même, mais je me souviens des vitres blindées, et c'est vrai que c'était assez effrayant. Heureusement, il y avait tous les dessins préparatoires, les photos de Dora Maar qui montraient toutes les étapes, et c'était plutôt intéressant sur ce plan-là. C'est vrai que c'était difficile d'admettre
de regarder une œuvre comme celle-ci en cage. Mais il y avait un vrai danger, parce que la toile avait été menacée par les nostalgiques du franquisme, et certains avaient diffusé le message selon lequel ils s'en prendraient à cette toile si elle était montrée en Espagne. Cette toile a été longtemps aux États-Unis, et Picasso, c'était le vœu de Picasso, lorsque la démocratie serait revenue en Espagne, l'œuvre serait rétablie au musée. C'est ce qui s'est fait, aux grandes dames des Américains, évidemment, qui auraient bien voulu la garder. Mais l'œuvre, aujourd'hui, est visible. Elle est visible dans des très bonnes conditions, et je vous invite à y aller, ne serait-ce que pour oublier ce moment difficile qui a été le vôtre, et le mien aussi. Elle est très bien présentée. On peut, je vous disais, on ne peut pas l'approcher, mais on la voit assez bien, les conditions d'accrochage sont correctes, disons. Mais il y a quand même, alors il n'y a plus des gardes civils, mais il y a c'est des gardiennes en l'occurrence, de chaque côté de l'œuvre, et puis le périmètre interdit. La Guardia civile était absente ce jour-là. Alors, concernant les deux questions, pardon, vous voulez bien me les répéter? Ah oui, alors si on devait refaire l'exposition d'art dégénéré avec les œuvres qui ont été présentées lors des expositions de Nuremberg en 36-37, je crois que ça serait tout simplement impossible, parce que beaucoup ont disparu. Hein. Beaucoup ont été... Et c'était une attitude un peu ambivalente, hein, d'ailleurs, chez les nazis, chez Goebbels en particulier, parce que c'était l'art dégénéré, mais ils savaient que ça avait de la valeur, et ils se le gardaient, c'était un assez bon collectionneur. Bon. Mais il y en a quand même beaucoup qui ont disparu, donc ça serait impossible de refaire. Maintenant, il y a aussi, je peux dire, si les nazis étaient de retour, ce que je ne souhaite évidemment pas, ils trouveraient beaucoup d'art dégénéré dans la production artistique actuelle. Zineb Sedira serait probablement considérée comme une artiste dégénérée. Le maire de Vallauris ne l'a pas qualifié comme tel, mais en faisant un objet de censure, on n'en était pas très loin quand même. Hein. Bon. Je suis prudent, hein, je vais accuser le maire de Vallauris d'aucune appartenance, mais il a quand même fait un acte de censure réel. Et puis plein d'autres artistes. L'artiste africain, alors c'est plus comique, c'est plus drôle, il y en a tant d'autres aussi que j'aurais pu vous présenter. Je ne résiste pas à vous présenter par exemple, on va aller très vite, voilà, celui-ci, qui est un artiste Barthélemy Togo, qui est aussi un artiste africain. Bon, qu'est-ce qu'il nous montre ici? Des immenses tampons, hein, dont on arrive à lire à l'envers les mots. Le problème de l'immigration est évidemment, alors à travers un processus tout bête, hein, mais très efficace. Carte de séjour, je ne me souviens plus, liberté, égalité, c'est les tampons officiels de la France républicaine. Donc taillés assez brutalement dans l'arbre, et les inscriptions officielles. Voilà. Je pourrais vous en montrer. Probablement ces artistes de la même façon seraient regardés par un gouvernement, disons, autoritaire, de mauvaise manière, de mauvaise façon. Et la deuxième question, Léger. Ah oui, alors Fernand Léger, bien sûr, il aurait largement pu être là. Et je l'ai rapproché dans une exposition que j'avais faite qui s'appelait L'Art Médecine à Antibes, où il y avait le fauteuil rocaille de Matisse, et j'avais aussi présenté la maquette de l'hôpital de Saint-Lô, pour lequel
Léger avait fait des projets de couleurs, parce que lui aussi pensait que la couleur pouvait avoir une dimension thérapeutique. Il disait, bon, le bleu pour les gens un peu énervés, le rouge pour les gens au contraire un peu anémiés. Donc c'était quelqu'un qui pensait la peinture en termes, dans une fonction, disons, thérapeutique, et puis dans une fonction aussi carrément politique. Quand il a fait les constructeurs, qui se trouvent au musée Fernand Léger à Biot, il les a présentés à la cantine de Renault. C'était pas rien, pour tester les réactions des artistes, des ouvriers, pardon. Malheureusement, il était un peu déçu parce que les artistes étant fatigués mangeaient leur potage, leur soupe, leur quignon de pain et leur steak, mais ils ne regardaient pas tellement la peinture. Sauf à la fin, où il y en a un qui a dit, et ça a réjoui Léger, il a dit, ah, ils rigolent parce que, évidemment, ces bons hommes, ils sont mal foutus, ils n'ont pas les mesures de sécurité, ils n'ont pas la ceinture de sécurité, ils n'ont pas, etc., etc. Mais il y a de la couleur, et quand elles vont partir de la cantine, eh bien vous verrez, on va retrouver nos murs gris, et ça sera bien triste. Alors ça avait permis à Léger d'être rassuré sur le retour de ces peintures par les ouvriers. Merci encore pour votre attention. Si, ah ben, il y a encore une question. Juste, puisqu'on en est aux réactions personnelles, je me permets de livrer la mienne. J'ai été passionné par votre exposé, par toutes les œuvres que vous avez fait revoir ou découvrir, mais j'ai un tout petit regret. C'est quand, dans votre première partie, pour répondre à Picasso, vous donnez d'autres fonctions de l'art, de la peinture, fonctions religieuses, fonctions décoratives, etc., etc. Moi, j'attendais la fonction philosophique. Pourquoi? Parce que personnellement, les surréalistes, et Magritte en particulier, m'a éveillé, si vous voulez, à la fonction artistique, pour laquelle je n'avais aucune penchant auparavant. Et que je donne l'exemple, par exemple, de la fameuse pipe « Ceci n'est pas une pipe », ça permet de se poser des questions, de réfléchir, et quelquefois de voir des choses différemment. Vous avez absolument raison, et j'aurais pu peut-être trouver d'autres fonctions, mais on m'a dit j'ai une heure, d'ailleurs largement dépassé, mais peu importe. Vous avez absolument raison, il y a d'autres fonctions, et la fonction de réflexion philosophique, elle est indéniablement à mettre dans un exposé comme celui-ci. Je ne l'ai pas fait, j'ai eu tort. D'autant plus que l'exemple que vous donnez est parfait. La pipe, ceci n'est pas une pipe, ça pose quoi? La question de qu'est-ce que c'est qu'une peinture, qu'est-ce que c'est qu'une image? Ce que vous voyez dans un tableau représentant une pipe, ce n'est effectivement pas une pipe. Puisque vous allez fumer la toile, vous ne pourrez pas. Donc c'est bien la représentation d'une pipe et non pas une pipe. C'est donc une vraie réflexion philosophique, on dirait esthétique. Qu'est-ce que c'est que la peinture? Est-ce que c'est une représentation ou est-ce que c'est vraiment de la peinture? Voilà. Et je trouve que votre exemple est très juste et je ne manquerai pas de, si je devais refaire cet exposé, de l'inclure. Donc nous remercions Maurice Fichuret, excusez-moi. Donc je vous rappelle, la prochaine conférence, c'est le jeudi 24 janvier, avec Henri Pénaruis, philosophe. Le thème c'est République et démocratie, où en sommes-nous? Mais je crois que ce sera très intéressant avec ce qui se passe dans notre pays actuellement, avec les gilets jaunes.